on a demandé à notre ami Francis Carrier de nous rejoindre, et je vais lui demander d'ailleurs de nous rejoindre immédiatement. Francis a la caractéristique... Alors, tu as le droit aussi à de la musique... Quasi nuptial. Prends un micro, derrière toi. Quand on a envie d'interroger les vieux de demain, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas l'association des vieux de demain. Il y a un certain nombre d'associations de retraités qui représentent institutionnellement les retraités dans ce pays. Bon, elles ont un côté un peu institutionnel. Et il y a des associations plus marrantes, comme Hold Up, qu'on avait déjà invité ici sur cette tribune. Et puis, il y a Grey Pride, qui, comme son nom l'indique, est partie de la question des LGBT. Mais ce qu'on a bien aimé chez Francis Carrier, c'est qu'il a un discours qui dépasse de loin cette question-là. Mais c'est un point d'entrée d'ailleurs assez caractéristique de ce que voudront vivre demain et où voudront vivre demain les baby-boomers. Donc, on avait envie de lui... poser, alors peut-être de dire un petit mot de ce qu'est Grey Pride quand même, mais au-delà de dépasser cette question-là, pour que tu nous dises un peu comment tu ressens à travers les seniors qui font partie de ce mouvement associatif, eh bien, ce que peut être l'EHPAD de demain, ou en tout état de cause, qu'est-ce que sera le senior de demain et quelles seront ses envies, et ses goûts et ses besoins. Je pense qu'avant de faire parler les seniors, le problème c'est que il va falloir qu'ils s'en préoccupent. Et aujourd'hui, le principal acteur de demain qui va vivre dans ces lieux, eh bien, pour la plupart sont dans l'évitement, considèrent qu'ils ne sont pas vieux ou qu'ils le seront bien plus tard, que ça ne les concerne pas, qu'ils sont encore jeunes. Et la difficulté, c'est si le monde de l'accueil des vieux ne se fait pas avec les acteurs principaux, elle se fera mal. Et donc aujourd'hui encore, malgré tout le travail que fait des associations comme Hold Up, comme Grey Pride, de sensibilisation, d'essayer de secouer un petit peu le cocotier pour leur dire ouvrez les yeux, c'est merveilleux de vieillir, mais essayez d'organiser un petit peu votre vie. Très peu, encore aujourd'hui, arrivent à le formaliser, à le formuler. Et donc, moi, je suis parti d'un constat simple, hein, c'est que moi, je suis issu de 68. Bon, le GLH, c'était le mouvement de libération des homosexuels, c'est-à-dire de revendiquer une visibilité et le fait de pouvoir s'intégrer dans la société sans se cacher. Après, j'ai participé à la lutte contre le sida, où là aussi, il y a eu une remise en cause du pouvoir médical par rapport aux personnes séropositives, et ça a été la culture de la réappropriation par les malades pour justement porter des messages différents dans la société et faire évoluer la société dans sa globalité. Et puis après, je suis allé au Petit Frère des Pauvres, où donc j'ai visité pas mal de personnes âgées à leur domicile, en EHPAD. Et chaque fois, je me posais la question, est-ce que j'imagine une seconde, est-ce que j'imagine être à leur place ? Ben, la plupart du temps, non. C'est-à-dire, j'avais beau aimer ces gens, j'avais beau... la plupart du temps, je me suis dit, c'est pas possible, je ne pourrais pas vivre comme ça. Et en élargissant le sujet, j'ai regardé, mais est-ce que ces gens, les vieux gays, les vieilles lesbiennes, tous les gens qui sont un petit peu marginaux, qui appartiennent à des minorités, où est-ce qu'ils sont dans le secteur vieux ? J'ai regardé, nulle part. Alors ils sont nulle part, comme si l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la séropositivité aussi au VIH, étaient des facteurs qui avaient tendance à s'évaporer en vieillissant pour rejoindre tout d'un coup quelque chose qui était complètement standard, le vieux, qui donc n'avait plus aucune histoire, plus aucun désir, plus aucun besoin. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas supporté. Je me suis dit, c'est pas possible d'imaginer. Moi, je me suis battu toute ma vie pour revendiquer le droit d'exister dans une société, de pouvoir participer à cette société comme acteur, pas en me différenciant, mais en disant que ma différence, elle existe et elle doit être accueillie comme je dois accueillir la différence des autres. Ça s'appelle la diversité, parce que la diversité, elle va bien plus loin que l'orientation sexuelle. Nous sommes tous différents, et donc la diversité est la qualité humaine intrinsèque de ce que sont les individus. Et donc, pour moi, il était hors de question de revenir dans une catégorie dans laquelle je ne pouvais pas m'identifier.
modifié. Et donc, en parlant, en regardant, en voyant ce qui se faisait aux États-Unis, au Canada, j'ai vu que, effectivement, il y a des mouvements beaucoup plus communautaristes. En France, on n'a pas cette culture communautariste. On est plutôt dans l'intégration et dans l'évolution, avec le respect, bien sûr, de la différence pour pouvoir l'intégrer dans la société. Je me suis dit, il faut créer Grey Pride, et c'est pour ça que je l'ai fait. Mais je pense que donc depuis, je l'ai créé il y a maintenant 6 ans, 6-7 ans. Et à travers toutes les expériences que j'ai eues, je suis aussi au centre éthique clinique de Cochin, donc où on a des saisines de fin de vie, on a des thématiques qui sont très difficiles à entendre. Je me suis formé une culture personnelle, je me suis construit un petit peu mon logiciel pour essayer de construire qu'est-ce que c'est qui n'allait pas. Qu'est-ce que c'est qui n'allait pas? Pourquoi les gens ne veulent pas se projeter dans leur propre vieillesse? C'est quand même dramatique, c'est quand même un quart de notre vie. Si on pense qu'on va être jeune jusqu'à la fin de notre vie, on risque d'être assez déçu. Pourquoi on n'arrive pas à différencier aujourd'hui les vieux et en les mettant dans des catégories? On voit que la crise de Covid a été révélatrice du discours des pouvoirs publics, en désignant des catégories auxquelles on donnait des injonctions de fermeture, de non-sortie, etc. Mais moi, je suis un individu. Et la culture, justement, des post-68, ça a été de savoir qui nous étions et d'avoir à la fois une recherche de notre individualité, notre épanouissement personnel, de pouvoir donc faire ce travail. Et donc, on n'est pas dans la soumission. On n'est pas dans la soumission, on ne peut pas imaginer. Au contraire, on a été dans l'émancipation. Et comme, alors je reprends, j'aime beaucoup le discours de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir a écrit un bouquin au-delà de son discours sur les femmes, un bouquin sur vieillir, et elle parle justement du fait que, en fin de compte, si être une femme, c'est avant tout le regard de la société, et on peut le déconstruire, mais est-ce que la vieillesse, c'est pas aussi un regard de la société, auquel est une injonction dans laquelle progressivement on rentre doucement en se soumettant à ce regard que l'extérieur nous pose. Et on peut se débattre, on peut dire qu'on a été merveilleux, qu'on a été très grands militants, etc. Si on n'a pas conscience que progressivement, ce regard va nous soumettre à un rôle qui n'est pas celui que l'on veut jouer, eh bien, on sera dans une situation de maltraitance. Et donc, comme Simone de Beauvoir, moi, je parle de l'émancipation et de la diversité de la vieillesse. Je pense qu'on ne peut plus se préoccuper de l'apparence et du corps, du médical. Le médical a pris une place qui est totalement disproportionnée. Maintenant, il y a bien d'autres aspects, et si le médical a pris cette place, c'est parce que progressivement, nous sommes devenus des objets de soins. Un objet de soin, eh bien, c'est un médecin qui s'en occupe, mais nous ne sommes pas des objets de soins lorsqu'on vieillit. Nous sommes des individus avec des besoins affectifs, des besoins intellectuels, des besoins spirituels. Et moi, mon envie, c'est de pouvoir vieillir en étant soi jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça. Et être soi, c'est une formule de Montaigne qui parle de être soi, je ne connais plus exactement la formule, mais être soi jusqu'à la fin de sa vie, c'est parler de liberté. Eh bien, je pense qu'on peut...